Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet universel, je crois. Comment on fait pour garder nos aliments frais et bons plus longtemps? Hmm. Et pour lancer un peu la discussion, il y a cette petite histoire assez drôle qui vient de nos sources. Ça met en scène Clémence Delattre et Marcel Fournier, les cofondateurs de Top Farm It. Ah oui. Figurez-vous qu'apparemment Marcel, lors d'un pique-nique, aurait tendu à Clémence un sandwich, oublié depuis des semaines. Non. Si. Et en le qualifiant fièrement de test de résistance culinaire. J'imagine la tête de Clémence. Ah oui, on imagine bien. Une situation qui, fait sourire, mais qui montre bien que la conservation, c'est pas toujours gagné si on fait pas attention. C'est clair. Et que les surprises sont pas forcément bonnes. C'est un peu ça, d'ailleurs, qui a poussé Clémence, d'après ce qu'on lit, à vouloir vraiment creuser le sujet. Mais oui, c'est exactement ça. Et c'est notre terrain de jeu aujourd'hui? Parce que bien conserver sa nourriture, franchement, ça va bien au-delà d'éviter la petite moisissure au fond du frigo, quoi. Mhm. C'est une vraie stratégie. Ça touche notre santé, la nutrition, ce qu'on mange vraiment, et même le portefeuille. Oui, tout à fait. Pour explorer ça, on va s'appuyer sur les expertises un peu creusées de Clémence, elle, avec son regard moderne, et Marcel, lui, avec son savoir plus tradi, et puis aussi sur un guide super détaillé qu'ils ont mis au point. Voilà. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ça ensemble. On va regarder les différentes méthodes, essayer de piger la science derrière, pourquoi ça marche concrètement, Ouais, le gaspillage dont on parle tant, tellement. euh, et puis préserver au max les qualités des aliments, quoi. Parfait. Alors, commençons par le commencement, hein. Pourquoi c'est si important, au fond, de bien conserver? Le premier truc, c'est évident, mais bon, faut le dire, hein, la santé. Bien sûr. Une bonne conservation, c'est un peu notre bouclier contre des bactéries pas cool, genre Listeria, Salmonella. Nos sources, elles citent l'EFSA, l'autorité européenne, qui alerte souvent sur les intoxications alimentaires liées à ça en Europe. Tout à fait. Et le principe de base, surtout avec le froid, la réfrigération, la congélation, c'est de ralentir hyper fort la multiplication de ces microbes. D'accord. Ils sont pas forcément tués, attention, mais leur développement est mis sur pause ou en tout cas bien freiné. La science, même récente, une étude de 2024 citée dans nos sources le confirme, montre bien comment le froid met ces microbes quasiment en hibernation. Ok, donc le froid, ça bloque les bactéries, mais les nutriments dans tout ça. J'entends souvent dire que, même au frais, les aliments perdent leurs vitamines. C'est vrai ça? C'est une excellente question et c'est l'autre grand enjeu en fait. Préserver les nutriments, certaines vitamines sont super fragiles. La vitamine C, c'est l'exemple parfait. Ah oui. Des recherches, il y en a plusieurs qui sont citées, montrent qu'elle se dégrade assez vite à température ambiante. Le froid, ça aide beaucoup à la stabiliser. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'oxydation. L'oxydation, c'est-à-dire? Moins de dégradation. C'est assez logique finalement. Oui, ça se tient. Santé, nutrition, et il y a aussi l'aspect économique et écolo, j'imagine. On peut pas parler conservation sans parler gaspillage, non? Ah bah non, impossible. Et les chiffres, franchement, ça donne le vertige. L'ANSES en France estime qu'environ un tiers des pertes alimentaires dans les foyers vient d'une mauvaise conservation ou d'une mauvaise lecture des dates. Un tiers, c'est énorme. C'est colossal. Donc forcément, mieux conserver, c'est moins jeter. Point. Et moins jeté, ça se voit direct sur le ticket de caisse à la fin du mois. C'est un argument qui parle, ça. C'est clair. C'est un cercle vertueux. Meilleur pour la santé, meilleur pour la planète et plus sympa pour le porte-monnaie. Difficile de dire non. Bon, ok. Alors, rentrons dans le concret. Comment on fait? C'est quoi nos outils? Le plus courant aujourd'hui, c'est le froid. Le frigo, quoi. Notre pote de tous les jours. Exactement. On vise quoi? Une température stable entre 0 et 4 degrés Celsius? C'est la zone idéale pour ralentir la plupart des bactéries. D'ailleurs, petite astuce, le bac à légumes, il est un peu plus humide, non? C'est fait exprès. Oui, tout à fait. C'est fait exprès. Cette hygrométrie un peu plus élevée, c'est parfait pour certains légumes, les herbes fraîches, ça les garde mieux. Ah, voilà, je me disais bien. J'ai remarqué que mes herbes tiennent vachement mieux là. Et puis, tu as le grand froid, le congélateur. Là, on passe à moins 18 degrés Celsius. C'est la norme. Pourquoi moins 18 degrés au fait? C'est précis? Qu'à moins 18 degrés Celsius, l'activité de l'eau devient tellement faible que, en gros, presque toutes les réactions des enzymes et la multiplication des microbes sont bloquées net. C'est comme un arrêt sur image pour l'aliment. Pas mal. C'est nickel pour les viandes, poissons, plats cuisinés. Mais attention, et ça c'est crucial, il faut hyper bien emballer. Ah oui, l'emballage. Sinon, c'est la porte ouverte au dessèchement, à la fameuse brûleur par le froid, ou même au goût de congelo, tu vois, si c'est pas hermétique. Oui, le goût de congelo, l'horreur. Mais attention,
tout ne se congèle pas bien, hein. J'ai eu des surprises. Ah ça, Concombre, salade, une catastrophe. Nos sources le disent bien, salade verte, œufs entiers dans leurs coquilles, ça éclate d'ailleurs. oui. Les concombres, patates crues, certains fromages très frais, genre mozza, chèvre frais. Franchement, après décongélation, c'est décevant. La texture, c'est plus ça du tout. Mou, flotteux. Ben oui, c'est surtout à cause de l'eau qu'ils contiennent. Quand ça gèle, l'eau fait des gros cristaux de glace et ça abîme les cellules de l'aliment. D'accord. Du coup, à la décongélation, la structure est fichue, l'eau s'échappe et voilà, t'as cette texture toute molle. C'est fascinant d'ailleurs de comparer ça avec les méthodes d'avant, les méthodes ancestrales. Elles jouaient sur d'autres trucs, mais c'était hyper efficace aussi, hein. Ah oui, comment ils faisaient nos arrière-grands-parents sans congélateur? Non. J'imagine. Ils avaient surtout 4 grandes stratégies. La première, c'est le sel, la salaison. Le sel, ça attire l'eau, c'est hygroscopique. Ah, Du coup, quand tu mets un aliment au sel, ça pompe l'eau de l'aliment, mais aussi l'eau des bactéries. Et sans eau, les microbes peuvent plus se développer. C'est le principe du jambon sec, de la morue. malin. Et le sucre, c'est pareil pour les confitures, tout ça. Exactement le même principe physique, en fait. Ça s'appelle la pression osmotique. Une concentration très forte en sucre, ça rend l'eau indisponible pour les microbes. C'est pareil pour les fruits confits. D'accord. Et troisième méthode? L'acidité. Le vinaigre, par exemple, pour les cornichons, les pickles, ça crée un milieu acide, un pH bas, que la plupart des bactéries pathogènes ou qui abîment les aliments, elles détestent. Elles peuvent pas pousser là-dedans. Logique. Et la quatrième? Le séchage? Exactement. Retirer l'eau, c'est la base. Enlever l'eau, c'est enlever la vie aux microbes, en gros. Mhm. Que ce soit au soleil, au vent, au four très doux ou avec un déshydrateur moderne, le but est le même, faire baisser le taux d'humidité pour bloquer la prolifération. Pense aux fruits secs, tomates séchées, herbes, viande séchée. C'est une méthode hyper vieille et qu'on retrouve partout dans le monde. C'est fou comme c'était ingénieux, ces vieilles méthodes. Mais alors, la technologie moderne, comment elle a amélioré tout ça? On a parlé du froid, mais il y a aussi la mise sous vide, on en entend beaucoup parler. Ah oui, la mise sous vide, c'est super intéressant parce que ça attaque sur 2 fronts. D'abord, en enlevant l'air, tu enlèves l'oxygène. Oui, Et beaucoup de bactéries qui font pourrir les aliments ont besoin d'oxygène pour vivre. Donc, pas d'air, moins de bactéries. Et en plus, comme on disait, l'oxygène, c'est responsable de l'oxydation. oui, qui abîme les graisses, les vitamines. Ça garde mieux la couleur, le goût, les nutriments. Le guide dit que ça peut facilement doubler ou tripler le temps de conservation au frigo. Ah ouais, quand même. Impressionnant. Et à côté de ça, il y a les traitements par la chaleur. Pasteurisation, stérilisation, c'est quoi la grosse différence entre les deux? C'est surtout la température et le but recherché. La pasteurisation, qu'on connaît bien pour le lait, les jus, c'est un chauffage plutôt modéré, genre entre 60 et 90 degrés Celsius. D'accord. Ça tue la majorité des microbes dangereux et une bonne partie de ceux qui altèrent le goût, mais ça n'élimine pas tout. Il reste des spores, des bactéries résistantes. C'est pour ça que les produits pasteurisés se gardent pas éternellement et doivent rester au frais. Ok. L'avantage, c'est que ça préserve assez bien le goût et les qualités nutritionnelles. Et la stérilisation alors? Comme les bocaux maison? Là, on monte beaucoup plus haut, au-dessus de 100 degrés, souvent vers 115-120 degrés, grâce à la pression dans une cocotte minute ou un stérilisateur. Ah oui, c'est chaud. Voilà. Et ce traitement hyper intense, ça détruit quasiment tout, même les spores les plus coriaces, comme celle du botulisme. Ah, le botulisme? Oui. C'est ça qui permet une conservation très longue, des mois, voire des années, à température ambiante et en toute sécurité. Mais j'imagine qu'à cette température, on doit perdre un peu plus de nutriments fragiles. Il y a un compromis, quoi. C'est exactement ça. La stérilisation, c'est le top pour la sécurité et la durée, mais ça peut abîmer un peu plus certaines vitamines sensibles à la chaleur et changer un peu plus la texture ou le goût que la pasteurisation ou la congélation. D'accord. Et il n'y a pas de méthode parfaite, en fait. Le choix dépend de l'aliment, de combien de temps tu veux le garder et de ce que tu veux préserver en priorité. Très clair. Bon, maintenant qu'on a vu les méthodes, parlons un peu organisation pratique. Pour congeler, le guide insiste vachement sur le fait de faire des portions et d'étiqueter. Fini le gros bloc de bolo d'1 kilo qu'on peut pas décongeler à moitié, hein. Ah mais c'est la base! Une discipline essentielle. Penser en portions individuelles ou pour la famille, ça évite de gaspiller et c'est tellement plus simple à utiliser. Carrément. Et l'étiquette nom du plat, date de congélation, c'est non négociable. Qui n'a jamais sorti un truc mystère du congélo, hein? Oui. Et dans le frigo, la règle d'or, c'est le fameux premier entrée, premier sorti, le FIFO. Exactement. First in, first out. On range les nouveaux achats derrière pour utiliser d'abord ce qui est là depuis plus longtemps. On a tous connu ce fond de frigo où l'on retrouve des trésors oubliés. Ou des horreurs achetées.
Voilà, le plus souvent. Autre point, ne pas surcharger. Pourquoi c'est important de ne pas bourrer son frigo ou son congélateur? Mais parce que l'air froid doit pouvoir circuler. Si c'est plein à craquer, l'air circule mal et tu vas avoir des zones moins froides, donc moins efficaces pour conserver. Ah d'accord. Et à l'inverse, d'ailleurs, un frigo presque vide consomme un peu plus d'énergie, parce qu'il y a moins d'aliments froids pour aider à garder la température stable quand on ouvre la porte. Faut trouver le juste milieu. Et ça me fait penser au batch cooking, là. Préparer les repas de la semaine d'un coup. C'est super à la mode, mais ça repose complètement sur une bonne conservation des plats qu'on prépare, non? Ah, mais totalement. Le batch cooking, ça tient que si on maîtrise bien comment conserver ses plats cuisinés plusieurs jours, sans risque, et en gardant la qualité. Oui. Refroidissement rapide, boîte hermétique, respecter les durées, c'est la clé pour que ça marche, cette organisation. Et l'hygiène dans tout ça? Nettoyer son frigo? On sait qu'il faut le faire, mais c'est si important de ça? C'est fondamental. Un frigo sale, c'est un bouillon de culture. Un coup d'éponge régulier avec de l'eau savonneuse, peut-être un peu de vinaigre blanc, c'est indispensable. Hmm. Faut aussi vérifier la température, on l'a dit, entre 0 et 4 degrés, et bien ranger. Toujours les viandes et poissons crus en bas. Pourquoi en bas spécifiquement? Pour éviter que leurs jus, qui peuvent contenir des bactéries, ne coulent sur d'autres aliments en dessous, surtout ceux qu'on mangerait crus. C'est une précaution simple mais importante. Logique. Et les plats qu'on vient de faire? On les met direct au frigo encore chaud ou on attend qu'ils refroidissent? On entend tout et son contraire là-dessus. La règle d'or, c'est de les refroidir le plus vite possible, idéalement dans les 2 heures après la cuisson. 2 heures. C'est rapide. Pourquoi si vite? Parce que la zone dangereuse pour les bactéries, c'est entre 4 degrés et 60 degrés en gros. Si tu laisses ton plat tiédir des heures sur le plan de travail, tu offres aux bactéries un séjour de rêve pour se multiplier. Ah oui, vu comme ça. Pour accélérer, tu peux diviser en petites portions ou mettre le plat dans un bain-marie d'eau froide avec des glaçons. Mais il faut pas attendre. D'accord, moins de 2 heures. C'est noté. Parlons des dates maintenant. DLC, DDM, on s'y perd un peu parfois. Alors ça, c'est crucial de bien faire la différence. La DLC, c'est la date limite de consommation. Ça concerne les produits très périssables, viande fraîche, poisson, yaourt, charcuterie sous vide. Ok. Dépasser cette date, c'est un vrai risque pour la santé. Faut la respecter, point final. Et la DDM? La DDM, c'est la date de durabilité minimale. Avant, on disait DLUO. Ça concerne les produits moins périssables, pâtes, riz, conserves, biscuits, café, chocolat. Mhm. Après cette date, le produit n'est pas dangereux, mais il peut avoir perdu un peu de ses qualités. Moins de goût, texture différente, moins de vitamines. Donc un paquet de gâteaux secs dont la DDM est passée d'un mois, si l'emballage est nickel et qu'ils sont bons, on peut le manger en gros. En général, oui. Il sera peut-être un peu moins croquant, mais il n'y a pas de risque sanitaire s'il a été bien stocké. Il faut faire confiance à ses sens. Regarder, sentir, goûter un petit peu. D'accord. Bien comprendre ça, ça aide énormément à moins gaspiller. C'est clair, c'est une distinction super importante. Un petit mot sur les fruits et légumes. C'est un peu le casse-tête, frigo ou pas frigo. Ah oui, ils ont leurs petites habitudes. Il y en a qui aiment le froid, carottes, salade en sachet, brocolis, courgettes. Oui. Et d'autres qui détestent ça, parce que ça abîme leur goût, leur texture, les tomates, les bananes, les avocats, les pommes de terre. Les tomates au frigo, c'est vrai que c'est pas terrible au niveau goût. Exactement. Et puis il y a les astuces de grand-mère qui marchent toujours, hein. Les patates, oignons, ail, c'est mieux au sec, dans le noir, au frais. Les carottes, ça tient super longtemps dans du sable un peu humide. Ah ouais? Et attention aux pommes. Elles dégagent de l'éthylène, un gaz qui fait mûrir et donc pourrir les autres fruits et légumes à côté. Faut les mettre un peu à part. Fascinant ça. Et pour finir sur les pratiques, la règle absolue qu'on nous rabâche tout le temps. Ne jamais recongéler un produit décongelé. Jamais, jamais. Pourquoi au fait c'est si grave? Parce que pendant la décongélation, même si tu l'as fait bien au frigo, les bactéries qui dormaient peuvent se réveiller et recommencer à se multiplier. Si tu recongèles et redécongèles ensuite, elles auront eu encore plus de temps pour proliférer. C'est vraiment une règle de sécurité de base. D'accord, très clair. Et être super vigilant avec les trucs très sensibles, fruits de mer, viande hachée, produits laitiers frais, les restes avec des œufs ou de la crème. Faut les manger très vite après ouverture aux préparations. Parfait. Passons à quelques faits un peu plus surprenants, tirés de la FAQ et du guide. On y apprend par exemple les 5 aliments qu'il vaut mieux pas congeler à cause de la texture. Oui. Salade verte, concombre, pommes de terre crues, fromage frais genre ricotta et les œufs crus entiers dans leur coquille. C'est ça, toujours cette histoire de cristaux de glace qui abîme la structure. Et puis, il y a cet aliment quasi immortel. C'est lequel déjà? Le miel.
Sa composition est incroyable, très peu d'eau, énormément de sucre et une acidité naturelle. C'est un cocktail qui est juste impossible pour les bactéries et les autres microbes. Ils peuvent pas y vivre. C'est dingue. Le guide raconte même l'histoire des archéologues qui ont trouvé des pots de miel vieux de milliers d'années dans des tombes égyptiennes. Oui, Et le miel était encore parfaitement comestible. c'est une preuve assez folle de l'efficacité des conservateurs naturels. La FAQ parle aussi des durées de conservation typiques, hein. Quelques jours au frigo pour le frais ou le cuit. Oui, 2-3 jours pour la viande crue, 3-5 pour les plats cuits. Voilà. Plusieurs mois au congélateur, ça dépend des aliments, mais ça peut aller jusqu'à 1 an pour certains trucs bien emballés. Et 1 an, voire plus, pour les bocaux stérilisés maison. C'est ça, si on les stocke bien, au frais et à l'abri de la lumière. Et la question piège. Est-ce qu'il y a une méthode de conservation qui serait la plus saine? Ah, la fameuse question. La réponse, elle est nuancée, et c'est ça qui est intéressant. Si tu parles de sécurité microbienne et pas d'additifs, le froid, c'est top. Hmm. Si tu regardes la préservation des nutriments et le côté vivant, la lactofermentation, par exemple, c'est génial. Ça préserve bien les vitamines et ça crée même des probiotiques. Ah oui, la choucroute, les pickles fermentés. Exactement. Le séchage à basse température, c'est bien aussi pour concentrer les goûts et certains nutriments sans rien ajouter. En fait, il n'y a pas une seule meilleure méthode. Ça dépend vraiment de l'aliment, de ce que tu veux faire. Ok, donc le choix dépend du contexte. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que maîtriser la conservation, finalement, c'est un peu un art, quoi. Un mélange de savoirs anciens et techniques modernes. Tout à fait. C'est un savoir-faire hyper pratique qui touche direct notre santé, notre budget et même la planète. On retrouve bien cette idée de complémentarité entre l'approche moderne et la sagesse tradie. Exactement. Et ça va même un peu plus loin que la technique pure, je trouve. Ça soulève une question assez intéressante finalement. Comment est-ce que nos habitudes de conservation, elles façonnent notre façon de cuisiner tous les jours? Comment ça? Est-ce que le fait de faire, je sais pas, des conserves de tomates en été, ça change notre rapport aux sauces en hiver? Est-ce que congeler systématiquement les herbes fraîches, ça nous pousse à en mettre plus facilement dans nos plats? Ah oui, pas bête. Notre manière de stocker, ça influence sans doute plus qu'on ne le pense, notre rythme en cuisine, notre lien avec les saisons et peut-être même notre créativité. Voilà une belle réflexion pour terminer. En conclusion, on peut dire que reprendre un peu la main sur la conservation de nos aliments, avec ces gestes simples, qu'ils soient vieux comme le monde ou hyper modernes, c'est se donner les moyens de mieux manger. Oui. En gardant les saveurs, les nutriments, en toute sécurité et en étant plus responsables face au gaspillage. Ça devrait nous encourager tous à mettre ça en pratique au quotidien pour une cuisine plus cool, plus économe et plus savoureuse.